Chers amis téléspectateurs de l'émission Synthèse sur TV Liberté, nous nous retrouvons donc aujourd'hui au lendemain, enfin quelques jours après un événement qui a changé l'histoire de France, à savoir la réélection de monsieur, comment s'appelle-t-il, Macron, c'est ça ça change rien du non, tout. Finalement, ça n'a rien changé. Finalement, ça n'a rien changé. On s'en reprend pour 5 ans. Ça n'a rien changé. L'éternel souriant contre l'éternel perdante, rien n'a changé finalement. Mais c'est pas parce que rien ne change qu'on ne peut pas parler d'avenir. Et pour parler d'avenir, nous avons aujourd'hui un invité qui a participé activement, dont une partie a participé activement au premier tour, au deuxième tour même, parce que vous avez eu l'intelligence de donner des consignes dans le sens de l'unité nationale, au deuxième tour. Voilà. Et la discipline nationale, plus que l'unité nationale. La discipline nationale. D'ailleurs, c'était le cas de vous-même, Philippe Randa. D'ailleurs, vous avez fait un article dans Synthèse Nationale, j'ai vu sur le site remarquable, Synthèse Nationale, qui lui-même a joué... En tant que propriétaire de 3 chats et étant portier à chat... Ah, vous aviez de bonnes raisons. Vous aviez de bonnes raisons d'être convaincu. Bon, écoutez, on ne va pas refaire l'histoire, c'est ainsi et c'est tant pis. Mais parlons de l'avenir. Donc nous recevons aujourd'hui Thomas Joly, président du Parti de la France. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Thomas. Thomas. Bonjour Roland. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Et évidemment le professeur qui est fidèle au poste. Ben oui, moi je... Dans l'éducation nationale, ça tremble, ça bouge. Je survis à tous les régimes. Vous êtes, quel que soit le régime, vous êtes... J'assure la continuité. Vous assurez la continuité. C'est très bien, c'est très bien. Surtout que vous l'assurez bien. Et le score historique d'Anne Hidalgo, c'est bon, vous avez pu digérer. Mieux qu'elle. Ça, c'est sûr. Alors, on va pas se faire de mal, parce qu'on n'est pas vraiment du genre masochiste. On va pas trop parler du second tour, on va parler du premier, puis on va parler de l'avenir. Comme ça évitera de trop s'étendre sur ce qui s'est passé. Alors, cher Philippe, faites-nous une analyse un petit peu de la situation. L'analyse, effectivement, on en reprend pour 5 ans de Macron, avec probablement... Attendez, on reprend, on vient d'avoir Macron qui vient d'être réélu. Maintenant, ça durera 5 ans. Oui, on en reprend pour 5 ans. On reprend donc pour 5 ans de Macron, mais il y avait quand même une différence. C'est que, il y a 5 ans, Emmanuel Macron ne pensait pas qu'il pouvait être quand même détesté comme il l'est détesté réellement en France, même s'il a été réélu, effectivement. Il faut admettre le jeu démocratique. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'élections truquées. Oui, Macron a été réélu. Sauf qu'il y a 5 ans, ce jeune candidat pouvait penser qu'il allait réunir tous les Français, rassembler tous les Français. C'en était fini de la vieille caste politique, même s'il était en fait le représentant de la vieille caste politique. Et 5 ans après, même réélu, il faut quand même admettre une chose, c'est que Emmanuel Macron, au premier tour, et c'est quand même le premier tour qui est important, et je pense que c'est sur le premier tour qu'il faut surtout parler, parce que c'est là où on a les véritables résultats, véritable choix et véritable raison du vote des gens. Il n'a obtenu que 28% de 75% d'électeurs. C'est-à-dire bien peu de l'ensemble de la population française. Vous me direz, les autres, encore moins, forcément. C'est lui qui a été en tête au premier tour. Mais globalement, il reprend pour 5 ans un mandat où il n'est pas vraiment légitime. La vérité, elle est là. Ça me fait penser un peu au deuxième tour de l'élection en 2002, quand Jacques Chirac a été réélu, certes avec 80% des voix contre Jean-Marie Le Pen, mais en fait, il ne représentait pas grand-chose. Oui, parce qu'il y avait eu beaucoup d'abstention. Voilà, et son deuxième septennat à l'époque n'a pas été... Quinquennat. En fait, il a fait un quinquennat après. Il avait fait que 5 ans. Tout à fait, il a fait un quinquennat, puisque c'est lui qui a... Excusez, désolé, c'était quinquennat. On n'est plus à 2 ans près. Voilà. Donc, le problème aujourd'hui, ce qui est important maintenant dans les conclusions à tirer de cette élection, c'est que, le plancher de verre de Marine Le Pen, même si elle a augmenté son score, reste infranchissable. Le nom de Le Pen, qu'on le veuille ou non, révulse une partie trop importante des électeurs français. Le nom de Le Pen, oui, enfin il faut reconnaître. Ah oui, non, mais c'est le nom de Le Pen, c'est le... Oui. Moi, je suis plutôt... je pense que Marine Le Pen a fait une bonne campagne de candidate, une bonne campagne de premier tour. Mais peut-être, mais c'est ce qu'il a peut-être sélectionné pour le second tour. Peut-être, mais voilà. je crois que surtout, il y a un fait, et d'ailleurs, c'est Thomas Bardella, c'est Jordan Bardella, qui avait dit un truc
très juste, ça lui arrive, ce garçon, de dire des choses justes. Souvent, oui, d'ailleurs, il faut le reconnaître, souvent. Il avait dit que face au vote utile, on ne peut rien faire. Je crois que c'était à l'occasion de cette réunion qui avait été organisée par Valeurs Actuelles, qui a eu lieu quelques jours avant le premier tour d'élection présidentielle. Et il avait expliqué que le vote utile, il n'y avait rien à faire face au vote utile, et il avait raison. C'est vrai qu'il y a eu une tentative de vote utile, enfin, il y a eu un vrai vote utile au premier tour face à Macron en faveur de Marine Le Pen, qui est parti du fait que Mélenchon a commencé à monter dans les sondages quelques semaines avant le premier tour, et qu'il a eu beaucoup de chance, on dit, pour empêcher Mélenchon d'être au deuxième tour, votons directement Marine Le Pen. Et il faut dire qu'il aurait pu y avoir le choix judicieux, à mon sens, d'Éric Zemmour, mais ils ne l'ont pas fait. Bon, ben, c'est comme ça, malgré tout, Éric Zemmour a fait un score tout à fait honorable et même appréciable. Et on en parlera certainement après. Mais quoi qu'il en soit, Marine Le Pen s'est retrouvée au deuxième tour grâce au fait que, nous l'oublions jamais, on est dans un pays où 90% de la population s'intéresse à la politique 5 minutes par an. Et grâce au fait qu'au bout de 40 ans, dans l'esprit de beaucoup de gens, l'opposition, quand tout va mal, il n'y a qu'une solution, elle s'écrit en 5 lettres, LE, plus loin, PEN. Et c'est pas Marine Le Pen qui l'a fait, ça c'est son père, Jean-Marie, qui a réussi à faire passer en 30 ans, ou en je sais plus combien de temps qu'il a... Le Pen a gagné en 74, je vous l'ai déjà expliqué maintes fois. Le jour où il a réussi à se présenter pour la première fois à l'élection présidentielle, c'était en 1974. Il a eu ce coup de génie d'apparaître à la télévision. À l'époque, il y avait 2 chaînes de télévision. Tous les soirs, entre 8h30 et 9h moins le quart, il passait avec son bandeau. Et là, tout le monde l'a repéré, tout le monde l'a classé. Et depuis, en 84, quand il y a eu la percée du Front National, c'était ni plus ni moins que l'aboutissement de 1974. Parce que à ce moment-là, il a réussi, moi-même, je faisais à l'époque partie de la bande rivale, si je puis dire, du Front National, puisque, vous savez, je militais quand j'étais jeune au Parti des Forces Nouvelles, qui était le parti concurrent du Front National, et je me souviens à chaque fois qu'on allait vendre le journal du PFN, qui était 10 fois mieux fait que le journal du Front National, avec des militants 10 fois plus beaux, 10 fois plus intelligents, 10 fois tout ce qu'on veut, hein, eh bien, il n'empêche que les gens, quand on était là, ils nous disaient « Ah oui, très bien, votre journal, là, c'est bien, c'est votre chef, là, on le connaît, il est parfait, on l'a vu à la télé. » On avait beau dire ce qu'on voulait, Le Pen était connu, et Le Pen a gagné en 84 grâce à ça. De la même manière que Marine Le Pen a réussi cet exploit de se retrouver au deuxième tour de l'élection présidentielle, sans même faire de compter des réunions publiques sur les doigts de la main. Moi, personnellement, dans ma région, j'ai pas vu une affiche, j'ai pas vu un tract, j'ai rien vu, sans faire campagne, sans militants, sans rien. Elle a réussi ça. Pourquoi ? Parce que le nom de Le Pen, grâce au travail de son père, a été et aujourd'hui légitimé comme étant l'opposition au système, quel qu'il soit, auprès des Français. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Joly ? Ah bah moi je suis tout à fait d'accord, et je pense même que malheureusement pour Éric Zemmour et ses militants de Reconquête, c'est qu'ils ont fait la campagne de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Marine Le Pen qui a bénéficié de la dynamique Zemmour, puisque les gens se sont réfugiés dans un vote dit utile, et que malheureusement, Éric Zemmour n'a pas récolté les fruits de ce qu'il avait semé, puisque c'est Marine Le Pen qui se retrouve au deuxième tour. Et je pense que beaucoup de gens qui étaient plus séduits par Éric Zemmour, on se sont dit de toute façon c'est peu ou prou la même chose, et ben on va voter Marine Le Pen pour être certain d'avoir un candidat de droite nationale au second tour. Et ne pas avoir Mélenchon. En fait, contrairement à ce qu'on avait dit avant, c'est que Zemmour n'a absolument pas empêché Marine Le Pen de progresser, puisqu'elle a même progressé. En fait, il a été un des vecteurs qui ont torpillé la campagne de Valérie Pécresse. Oui, je pense qu'il a beaucoup... Je dis bien un des vecteurs, parce que je pense que c'est elle qui est avant tout... Il a pris plus d'électeurs à Valérie Pécresse qu'à Marine Le Pen. Ce dont nous ne plaidrons point. Non. On s'attendait quand même à une gamelle historique de la candidate des Républicains, mais je ne pensais pas à ce point-là. Quand même, les amis, je pense qu'elle non plus. Les amis, nous ne sommes plus des enfants, hélas. Donc on a quand même un certain nombre d'expériences électorales derrière nous. Quand même, de voir que le Parti socialiste, qui était quand même, il n'y a pas encore si longtemps que ça, à 30% des voix, que le parti, l'équivalent des Républicains, l'UMP, le RPR, l'UDF, à tout ce qu'on veut, les partis de la droite conservatrice, étaient, ou libérale plus exactement, étaient à pas loin de 30% des voix il y a encore 10 ans, 15 ans. Rappelez-vous, Sarkozy, Ségolène Royal. À l'époque, ça jouait entre ces deux partis.
hein, et qu'aujourd'hui, il y en a un qui est même à moins ou équivalent à peu près de M. Poutou, et l'autre qui est l'équivalent de l'écolo, c'est quand même assez... Mais vous dites ça, mais je ne sais pas s'il faut tellement s'en réjouir. Aujourd'hui, vous êtes un homme nostalgique. Ça dépend pourquoi. Oui. On le savait de l'Ancien Régime, mais on ne savait pas je vais parler de ma jeunesse. 78, l'année où le Parti Socialiste... Vous avez voté pour la première fois? Pas du tout, bien après. Ah bon? Vous me vieillissez. Non, il est né en 1978. C'est un enfant, on a cru que la gauche allait remporter les élections, le Parti Socialiste. Elle ne les a pas remportées. Vous regardez le programme de la gauche de l'époque, c'est le programme de Mélenchon. Le programme de la droite de l'époque, c'est le programme du Front National ou de Zemmour. Si ce n'est que la situation de l'immigration n'est pas encore faite, elle est juste prévue. Aujourd'hui, ces deux opinions sont interdites. C'est-à-dire que vous avez un parti unique. C'est-à-dire qu'on va vous faire attendre 5 ans ou 7 ans le prochain tour. Moi, je vous dis, il n'y a pas de prochain tour. Il y aura un candidat centriste et une extrême gauche à laquelle il faut faire barrage et une extrême droite à laquelle on fera barrage. Et les gens qui sont au pouvoir maintenant, qui vous vaccinent, qui vous masquent, qui vous pucent, ils sont là pour longtemps. Et ils ne sont pas là parce qu'ils sont venus tout seuls, ils sont là parce qu'on les y a mis. Et si on avait mal voté, on aurait eu, comme la Hongrie, on aurait eu des sanctions dans les 24 heures de la Commission européenne de quelqu'un qui est corrompu, qui a été corrompu comme ministre en Allemagne, dont on sait qu'elle est corrompue. On sait que le gouvernement français est corrompu. Ces gens sont au pouvoir. Et vous allez attendre 5 ans pour que quelqu'un remporte. Moi, je vous fais une précision. Le système sait se défendre. Et quand vous avez des gens qui sont au pouvoir et qui disent si vous vous opposez à moi à gauche, vous êtes l'extrême gauche et donc vous n'êtes pas démocratique finalement, vous n'êtes pas fréquentable, je peux même à la limite vous interdire puisque c'est l'extrême gauche. Et de l'autre côté, c'est l'extrême droite. Quelle est l'opposition possible? Il n'y en a pas. Et la presse n'est pas une presse d'opposition, sauf nous. Mais jusqu'à quand aura-t-on le droit de diffuser? Jusqu'à quand aurais-je le droit d'enseigner dans les écoles où j'enseigne? Jusqu'à quand aurez-vous le droit d'élever vos propres enfants? Moi, c'est sous ces questions-là que je me pose. Donc de me dire qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, je crois qu'il va se passer beaucoup de choses avant. Et que ce qui se passera dans 5 ans, ce sera peut-être vraiment trop tard. Si c'est pas déjà trop tard, je ne sais pas. Mais et c'est là que je tiens ça d'André Berkoff, pas personnellement, mais qui disait vous croyez que tout est foutu, mais imaginez que vous soyez dans le vivier à poissons du restaurant du Titanic. Ben là, on est sauvés. Vous êtes sauvés. Vous y attendiez pas. Voilà. Mais je crois aussi qu'il y a quand même une culture que je trouvais d'ailleurs présente à certains égards dans le programme, plutôt dans l'attitude vis-à-vis de la politique d'Éric Zemmour, c'est que je crois que la droite, elle a admiré, on lui a fait admirer, d'ailleurs curieusement c'est la République qui lui a fait admirer, Louis XIV, Philippe Auguste, etc., qui sont tous d'affreux tyrans, et en plus, c'est ce que je dis. Je parle pas de Louis XII ou de Saint-Louis, mais enfin, vous voyez, on vous a fait admirer dans l'histoire de France les pires, plutôt que les bons. Bon. On a dit beaucoup de mal de Louis XI, qui était plutôt bon. Oui, enfin Louis XI, ne nous égarons pas, c'est juste un exemple. Mais tout ça pour dire qu'on vous a fait vénérer le pouvoir. Et que je pense que la droite, il faut que jamais qu'elle oublie qu'elle doit être un contre-pouvoir. Et que les gens qui font des écoles, les gens qui font des associations, qui font des journaux, qui font des télévisions, qui sont beaucoup plus utiles que les ministres. Oui, d'accord. En fait, le but de toute action politique ou d'action métapolitique, c'est de prendre le pouvoir. Si c'est pour laisser le pouvoir à nos adversaires, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas ? Moi, je suis assez d'accord sur le constat qui est fait par Pierre Delobier sur les 5 ans de plus d'Emmanuel Macron, et les Français qui l'ont réélu, là, vont se réveiller un peu avec la gueule de bois, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, constitutionnellement, un président réélu ne peut pas briguer un 3e mandat successif. Donc ça veut dire que Emmanuel Macron n'aura pas du tout à s'inquiéter de sa popularité dans les 5 ans à venir. À moins qu'il veuille changer ça. Et on a, Vladimir Poutine l'a fait en Russie. Peut-être qu'il va proposer, il était question d'un septennat avec des élections législatives au milieu de mandat. Bon, peut-être qu'il proposera ça, mais ça fera un peu beaucoup. Mais non, moi ce que je pense, c'est qu'on a vu avec quel zèle il avait appliqué l'agenda mondialiste, alors même qu'il
sa réélection en vue. Il aurait pu, peut-être au moment des Gilets jaunes, lâcher un peu de l'Est. Non, on a vu et au moment du Covid, où on a vu qu'il a appliqué à la lettre la doxa sanitaire. Donc là, ça veut dire qu'il va être en roue libre pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'il n'aura aucun compte à rendre au peuple, puisque de toute façon, il ne peut pas se représenter. Et je crois que ça constitue un grave danger par rapport à tout ce qui peut être entrepris contre les Français, contre la souveraineté française. Je pense qu'il ne s'en est pas gêné en se servant de la dinguerie covidienne pour totalement briguer toutes les libertés avant, alors qu'il devait se faire réélire, justement. Et je crains que au prochain variant, à la prochaine résurgence du virus, du rhume 19, je crains ou d'une petite manifestation style gilet jaune. Qu'on se retrouve de nouveau avec des restrictions liberticides, des restrictions sanitaires, une obligation de vaccination qui risque de reprendre. Et d'ailleurs, il l'a déjà évoqué, parce qu'en fait, il était obligé de rassurer une certaine partie de son électorat. Vous savez, tous ces gens qu'on a vus masqués dans les bureaux de vote, tous ces gens d'un certain âge... L'électorat macroniste. Voilà, tous ceux qui étaient terrorisés. Voilà, l'électorat macroniste. Et qui n'obéit même pas à Macron, puisque Macron a dit que vous pouvez enlever le masque. Eh ben non, eux ne l'ont pas enlevé, ça a marché. Il doit leur donner des gages, et je pense qu'il est tout à fait prêt, parce que c'était une aubaine politique. Le confinement, le Covid, les restrictions sanitaires, les restrictions de liberté, tout ça, c'était une aubaine politique pour le gouvernement. Tout est une aubaine politique. Même la guerre en Ukraine a été une aubaine pour lui. Bien sûr. Qu'a fait Macron? Il n'est pas tout à fait idiot. Il s'est dit, bon, je n'ai plus de parti. Son parti n'est même pas capable de faire 3 listes. Il n'en a jamais eu, vraiment. Il n'en a jamais vraiment eu. Pas capable de faire 3 listes. Il avait recruté quand même un peu tout et par sondage sur Internet. Bon, il était incapable de faire des listes aux élections municipales. Son parti n'existe que sur le papier. Il s'est dit, je n'ai pas de parti. Il s'est dit, je suis assez impopulaire. Bon, comme je n'ai pas de parti, il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent ma campagne. Donc il a fait appel à ce fameux cabinet McKinsey, qui se sont dit, vous allez me préparer la campagne. Mais ils ont dit, c'est pas compliqué, une campagne, il faut d'abord que vous déposiez votre candidature au dernier moment, ce qu'il a fait 3 jours avant le dépôt des candidatures. Comme la plupart des présidents sortants. Oui, certes, mais les autres l'avaient annoncé quand même 1 ou 2 mois avant, quand même. Je sais pas si... Non, général de Gaulle très tard aussi. Non, mais généralement, ils avaient des partis qui annonçaient leur candidature à leur place. Tandis que là, il avait trouvé ses 500 signatures, ou un peu plus. Bon, il a pu déposer sa candidature au dernier moment. Et puis, comme divine surprise, il y a l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Et là, il essaye de s'imposer comme étant le sauveur de la paix. C'est-à-dire que au lieu d'aller faire campagne, au lieu d'aller sur les marchés, pour le premier tour, au lieu d'aller faire des meetings et tout ça, il énonce partout. Il a harcelé Vladimir Poutine au téléphone, qui a dû peut-être le mettre en numéro bloqué. Oui, il a demandé qui c'est ce type-là, qui m'appelle tout le temps. Lui, il a fait croire qu'il était le sauveur de la paix. Vous prenez un téléphone, vous dites qu'il y a Poutine au bout, personne ne vérifie. Et on prend quelques photos mal rasées avec un sweat. Voilà, donc voilà ce qu'il a fait. Il voulait avoir Marine Le Pen au second tour face à lui, parce que pour lui, il pense que c'était l'assurance de sa réélection. Il l'a fait. Il manquait 100 et quelques signatures à Marine Le Pen 3 jours avant le dépôt. Il y a eu le coup de baguette magique. Alors même qu'elle avait déjà plus de 300 signatures de part des élus du RN. La recherche de signatures, des parrainages a été une catastrophe au sein du Rassemblement national, et c'est là qu'on voit qu'il n'avait même plus de militants suffisamment formés pour aller chercher des signatures. C'est elle qui se retrouve au deuxième tour. La banque Bérou est intervenue, la banque aux signatures Bérou est intervenue avec un prêt de signatures qui est nécessaire. Pour faire bonne mesure, on a refilé quelques-unes à Poutou, de manière à montrer qu'il n'y avait pas que l'extrême droite qui en profitait. Poutou, ça mangeait pas de pain, c'était aux alentours de 0,5-1%, donc tout le monde s'en fout. Bref, là-dessus, il se retrouve dans le cas de figure qu'il souhaitait. C'est-à-dire candidat sans faire campagne, face à une Marine Le Pen qui, elle non plus, n'a pas fait campagne, et qui se retrouve, et puis on a vu la suite. Voilà, c'est tout. Et ça, c'était très bien mené. De ce côté-là, c'était très intelligemment mené de la part d'Emmanuel Macron. On peut le reconnaître, ça. De ce côté-là, il a bien sûr, il n'a pas eu besoin, en fait, de faire grand-chose. Il n'a pas besoin de déployer beaucoup d'efforts pour... ce qui est intéressant... Comme les deux finalistes de cette élection présidentielle, c'est des gens qui n'ont pas fait campagne. Et à un moment donné, où on a commencé à avoir peur, on
s'est dit, oh là là, il y a ce Zemmour là qui est en train de brouter l'herbe sur le dos de Marine, à peu près au moment du rassemblement du Mont-Saint-Michel où il avait dépassé Marine, je crois, dans un sondage. On s'est dit, oh il faut que Marine, il faut pas qu'elle perde. Donc, les sondeurs commencent à mettre en avant Mélenchon. La droite se dit, oh là là, attention, on veut pas d'un duel Mélenchon-Macron, on va voter Marine, ça sera plus utile. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous voyez, c'est quand même intéressant parce que il ressort de tout ce que vous dites que c'est le président de la République qui choisit les candidats. Tout à fait. C'est le piège absolument diabolique. Moi, je me souviens qu'à l'époque, tout le monde était content quand on a commencé à avoir du financement public des partis. Ah, mais c'était le piège. Et je leur ai dit, ça va être une catastrophe, parce que celui qui vous paye, il attend toujours quelque chose. Qui paye, il décide. Vous. Voilà, celui-là qui paye, c'est celui-là qui décide. Exactement. Donc, vous avez besoin de candidats supplémentaires. Je veux dire, comment Dupont-Aignan, qui existe depuis des siècles, comment il a laissé sa signature à chaque fois? Bon, parce que le système les lui donne. C'est pas des gens qui souhaitent qu'enfin il va dépasser les 4%. C'était négocié avec les Républicains. Voilà, en fait, voilà. C'était donc, pour ce éviter que système de Zemmour fasse un trop bon signature, score. etc., c'est en fait un système de distribution des candidats. Et ce qui est d'ailleurs le plus fascinant, c'est que c'est pas Dupont-Aignan qui a eu du mal à avoir sa signature, c'est Marine Le Pen qui est au deuxième tour. Donc, vous voyez, il y a quand même et tout le monde trouve ça quand même normal. C'est là que je dis qu'il y a quand même une habitude de ne pas résister au pouvoir et d'accepter des règles du jeu qui n'en sont pas, qui est quand même inquiétante. Et la candidate qui a eu le plus de signatures, ou Macron peut-être autant, mais bon, c'est le président sortant, ça peut se comprendre, c'est quand même Anne Hidalgo qui fait 2%. Oui. Quoi. Et Jean Lassalle aussi n'a pas eu de mal du tout à avoir ses signatures. Jean Lassalle est un des Ouais, premiers mais ça, à c'est le côté avoir eu. sympathique de Jean Lassalle. Qui en fait ne l'est pas, parce que les gens n'écoutent pas ce que dit Jean Lassalle. Jean Lassalle, c'est un centriste immigrationniste. C'est pas risqué Ça mange d'apporter pas de son pain, soutien à aussi. Jean Lassalle, personne pourra Bien le sûr, reprocher. Tout le monde s'en fout. Je voudrais apporter un petit bémol à ce qu'a dit le professeur tout à l'heure. Là, c'était la version soft. Oui, sur le fait que pendant 5 ans, il n'y aura qu'un seul parti face à 2 extrêmes. Effectivement, ça c'est juste, mais c'est ce qui se passe depuis 40 ans globalement. Parce que depuis 40 ans, on avait l'UMP d'un côté, le PS de l'autre, qui voulait faire barrage dans tous les cas de figure à l'extrême droite et à l'extrême gauche aussi, qui était beaucoup moins important puisque Mélenchon n'avait pas réussi à percer comme il l'a fait. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est pas, c'est l'UMPS. Il a repris, d'ailleurs, il a autant les cadres du Parti socialiste que les cadres républicains. Avant, donc vous on est aviez une habitué à extrême cette droite situation. parce qu'il y avait une droite. Oui. Mais là, il n'y a pas de droite. Il y a C'est plus de ça droite. la magie, c'est-à-dire Non, mais quiconque est Il n'y de a pas droite vraiment est d'extrême un droite nazi. non plus. Voilà. Voilà. Mais si- Vous êtes de droite, vous êtes un fasciste. Et vous êtes de gauche, alors là on est plus indulgent, mais on les traitera de communistes, qui sont d'ailleurs. Il est probable Mélenchon, que c'est si un Jean-Luc communiste. Mélenchon avait été au second tour, ce qui aurait tout à fait pu se faire, puisqu'il y a été proche, il y aurait probablement eu un tir de rafale contre l'extrémisme de gauche de mais Jean-Luc or, Mélenchon. c'était le programme Bien sûr, de Mitterrand, le programme de Mélenchon. Comme Marine Le Pen a été Vous rediabolisée voyez, à 20h00. on appelle sur maintenant le premier extrême tour. gauche et extrême droite des choses qui étaient absolument normales. Je ne dis pas que c'était pour autant des bons programmes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez proposer sans qu'on ferme votre télévision, sans aller en prison ou être traité de fasciste? Rien. Déjà, il y a une chose intéressante. Enfin, moi, qui sort de cette élection, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça a été l'arrivée d'une nouvelle offre à droite. Et cette nouvelle offre, ça a été Éric Zemmour et le mouvement Reconquête, qui, je le rappelle, en l'espace de quelques mois, a réussi à rassembler 2 500 000 voix, à peu près, plus de 7% de l'électorat, un parti qui a 120 000 adhérents, je Qui est crois. probablement le premier parti de France. Probablement le premier parti de France, c'est qui a certain. réussi à obtenir un soutien d'une grande partie de la droite de conviction du Parti de la France, puisque vous avez même fait un meeting, mon cher Thomas, au début du mois de mars, si je me souviens bien, auquel vous avez d'ailleurs l'amabilité de m'inviter à prendre la parole. Oui, bien sûr, on a joué le jeu, on a fait campagne pour Éric Zemmour, on n'a pas juste dit qu'il faut voter Éric Zemmour, on a fait et de la campagne. démocratie chrétienne, enfin de Via au Parti de la France, en passant par le CNI, Alsace d'abord, je crois, des mouvements régionaux, des associations, enfin bref, un certain nombre des revues, synthèse nationale, ont soutenu la candidature d'Éric Zemmour. Ça a suscité quand même un résultat. Alors bien sûr, après on dit mais il a perdu tout ça. Mais bon, d'accord, il a perdu. Ça crée une dynamique. Mais il a quand même créé une dynamique militante. dont il sortira quelque chose qui continuera à exister, je pense, d'après les
les différentes informations qu'on peut avoir, et une dynamique qui incarne justement une droite nationale, une droite de conviction différente de celle qu'on a eue sur le marché. C'est ça qui est important. On a quand même parlé de grand remplacement tout au long de la campagne. Parce que qui a amené le sujet du grand remplacement sur le terrain politique ? Qui donc a amené un certain nombre d'idées qui ont été reprises après au second tour, la remigration, même le... Vous savez, c'est toujours la même chose que je sors, c'est un combat qui m'est cher, mais même la lutte contre les éoliennes, même tout ça, qui l'a amené ? C'est Éric Zemmour qui a amené tout ça sur le marché. Et l'abrogation des lois liberticides L'abrogation des lois liberticides. Il n'avait rien à gagner. Et Éric Zemmour n'est revenu sur rien, n'a jamais cédé sur aucune des campagnes de menaces qui ont été faites, orchestrées d'ailleurs par des gens qui ne sont pas ceux qu'on peut imaginer d'ailleurs au premier abord. Par exemple, en reprochant à Éric Zemmour d'avoir le soutien, entre autres, du Parti de la France. Ou d'échanger des SMS. Ou d'échanger des SMS entre vous. Vous avez des relations cordiales entre lui et vous. Bon, donc tout cela, ça a quand même bouleversé quand même un paysage politique qui était le même depuis un certain temps. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et certainement que dans Je compléterai un tout petit peu ce que vous dites. Allez-y, professeur. C'est-à-dire que vous voyez un peu ça sur le terrain. Mais je pense du point de vue intellectuel, c'est un tournant parce que Marine Le Pen, qui était au deuxième tour, elle voyait les choses et les gens qui l'entouraient se disaient: nous avons le programme de Jean-Marie Le Pen qui n'a pas réussi à prendre le pouvoir, il faut en enlever des choses pour progresser. Le reniement. Et je crois que Zemmour a prouvé que non. Et qu'il a été même beaucoup plus clair, au moins aussi clair que l'était le Front National de l'époque sur ces sujets. Il n'a renoncé à rien, y compris sur les lois liberticides, ce qui est un sujet fort délicat, à rien. Et il a quand même, il a fait en une fois ce que le double ou le triple de ce que Dupont-Aignan a fait en 30 ans. Donc, pour pas dire le quintuple. Surtout, et donc, il a mis au propre, mis au net, et c'est peut-être l'explication de son résultat décevant chez des gens plus qui s'intéressent à la politique toute l'année, qui sont plus cultivés, des moins populaires, des CSP+, comme on dit. C'est quand même important parce que c'est des gens qui décident, c'est des gens qui sont étudiants et qui vont diffuser ces idées. Mais je trouve qu'elles ont été mises au propre et on est sorti de cette alternative. Soit on recule et on dit oui, finalement l'immigration, mais d'accord, mais un petit peu le voile, oui, mais seulement le dimanche, etc. C'était un recul général. Et Zemmour, il a dit, si vous reculez pas, vous avancez. Ouais. Moi, je crois que Zemmour... Il a repris l'espace qu'il y avait que Marine Le Pen a laissé à droite. A repris l'espace abandonné par Marine Le Pen, et surtout... Mais il l'a repris sur les Républicains. Ses marques. Plus. Malheureusement. Principalement sur les Républicains, mais pas tant dans l'électorat populaire du Rassemblement national. Et il y a quand même une chose maintenant sur l'évidence de l'état de la politique française, c'est que ce sont les partis où il y a un chef reconnu comme tel, que ce soit une femme ou un homme, qui fonctionne. Je vous rappelle ça tout à l'heure à propos du PFN. C'est-à-dire que Marine Le Pen, son parti, à part Jordan Bardella, à part peut-être Louis Alliot, parce qu'il a pris la mairie de Perpignan et qu'on en parle beaucoup, est-ce qu'on connaît les gens aujourd'hui du Rassemblement national ? Très peu, quasiment pas, en tout cas dans la France profonde. Pas mal, chez Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose. Sauf que Jean-Luc Mélenchon a fait sa troisième tentative comme Marine Le Pen, et que l'un et l'autre ont dit qu'il passerait la main et qu'il est probable... Je demande à voir, en particulier Madame Le Pen. On verra. Mais il est probable que ces deux partis se retrouvent sans chef. Et qu'est-ce qui a aussi accentué la défaite des Républicains ? C'est qu'ils n'avaient plus de chef. C'est pas Valérie Pécresse qui pouvait apparaître comme un chef. Le problème, c'est que les Républicains se sont fait harakiri le jour où ils n'ont pas voté pour Sarkozy à leur primaire. Sarkozy, qui reste dans l'esprit des gens le chef des Républicains, ils l'ont dégagé. D'où peut-être l'explication du fait qu'il n'est pas appelé à voter Valérie Pécresse et qu'aujourd'hui, pour achever les Républicains, parce que c'est Nicolas Sarkozy aussi qui achève les Républicains, il a appelé à voter Macron. Et peut-être pour retirer son bracelet électronique aussi. Oui, peut-être aussi. Non, mais ça veut dire que ces partis se retrouvent sans chef. Chez les Verts, n'en parlons pas, parce que Éric Jadot a été complètement dans le mur. Les Verts changent régulièrement. Et sinon, ils ont ils ont Sandrine Rousseau pour remplacer. Donc, au moins, elle pimente la vie politique. Il faut quand même penser à un truc. Non, elle ne fait pas de l'animation humoristique, elle représente un courant politique. Il faut quand même penser à un truc, c'est que ces pauvres gens, les Verts...
Ils ont fait moins de 5% des voix. Ils vont quand même avoir des... Ils vont avoir un problème financier. Un problème financier. Oui, mais ils n'avaient pas fait une campagne, contrairement à Valérie Pécresse qui avait fait une campagne où elle était persuadée de faire au-dessus de 5%, donc elle a dépensé beaucoup plus que Yannick Jadot qui a dépensé un petit peu, mais pas autant que Valérie Pécresse. Il ne se retrouve pas avec 7 millions d'euros de dette, contrairement à Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, elle a changé beaucoup de partis politiques, elle s'est ralliée des messieurs dont elle avait l'habitude qui payent la note du restaurant. Mauvaise langue, là. Après, non, donc l'état aujourd'hui de politique, c'est qu'il y a un Macron qui va avoir probablement une majorité, parce qu'avec tous les ralliés des Républicains, du Parti Socialiste, toujours quand les législatives ont lieu après les présidentielles, depuis toujours le parti depuis 20 ans, une systématiquement, les gens ne se déjugent pas en 3 semaines. À gauche, il est probable que les Insoumis vont faire un gros score et auront un gros groupe à l'Assemblée. Mais pour l'instant, leur chef n'est plus celui qui va être présenté dans 5 ans, a priori, pour une question d'âge. Je ne pense pas il sera remis. Et puis, ça risque de s'entretuer derrière. Que vont donner les législatives pour le Rassemblement national, Reconquête et les Républicains? Ça, c'est la question à se poser. Déjà, dès le soir du premier tour, Éric Zemmour a appelé à voter contre Macron pour Marine Le Pen. Bon, sans négociation, sans rien du tout, il a tout de suite appelé... Sans contrepartie aucune, il l'a fait tout de suite. Et soutien d'Éric Zemmour, je pense en particulier au Parti de la France, je crois, dès le lendemain ou le surlendemain, a fait un communiqué allant dans ce sens. Ça a été le cas d'un certain nombre de gens dans la mouvance d'Éric Zemmour qui l'ont fait naturellement, appliquant la discipline nationale sans discussion. C'est la logique et la Mais la logique des choses aurait voulu... Le front anti-Macron. C'est ça, faire que barrage Marine à Le Pen dise, aujourd'hui je suis la rassembleuse, et qu'elle... Elle aurait pu au moins dire merci. Elle aurait pu au moins dire merci, mais ça suffit pas. Il faut aussi qu'elle en tienne compte des forces qui existent. Et ça, résultat, on risque de se retrouver aujourd'hui, et ce qui sera logique, avec 580 candidats du Rassemblement national, s'il y a 580 adhérents, je sais pas, et plus les collègues suppléants, avec 580 candidats de Reconquête, plus peut-être un certain nombre de candidats du parti de M. Dupont-Aignan, plus, je ne sais pas ce que fera le Parti de la France, d'ailleurs, je n'en sais rien. On va voir ce que va faire Reconquête, mais voilà, ce serait totalement idiot qu'il y ait des candidats du Parti de la France en face de candidats de Reconquête. Il y aura certainement une entente possible, comme ce sera certainement le cas pour VIA, comme pour un certain nombre d'autres partis qui existent, ou le CNI. Et donc voilà. Mais si Mme Le Pen persiste dans ce qu'elle a annoncé tout de suite, qu'elle ne ferait aucune alliance ou quoi que ce soit, enfin tout le moins que ses amis ont annoncé en tout cas, je crains que ça soit suicidaire pour ce qui reste. Il est probable que Marine Le Pen, je dis bien probable parce que je ne vais pas parler à sa place et je ne suis pas devin, mais il est probable qu'elle ne fasse pas appel à l'unité avec Reconquête ou les Républicains, puisque de toute façon... les Républicains encore, ça pourrait se comprendre, mais bon... La seule obsession de Marine Le Pen, c'est de faire une ouverture à gauche, avec des gens comme Montebourg et tout. Très bien, mais ça fonctionnera pas. Ce qui serait bien, je vais reprendre les paroles de Veillant à Nicolas Sarkozy, lorsque Nicolas Sarkozy, élu président de la République, a fait son ouverture à gauche, où, rappelez-vous, il a eu beaucoup de ministres, Kouchner et d'autres, Patrick de Veillant a dit « c'est très bien, bravo, il faut faire une ouverture à gauche, ce serait même bien que le président Sarkozy fasse une ouverture jusqu'au RPR ». Oui, je me souviens. Oui, voilà. C'est un peu la même chose avec Marine Le Pen. Ce serait très bien qu'elle fasse une ouverture à des gens de gauche compétents, pourquoi pas, mais qu'elle fasse aussi une ouverture à des gens qui ne soient pas de gauche. En est-elle capable ? Je ne vais pas répondre à sa place, on verra bien. Mais, moi, je remarque quand même que la première chose qu'elle a dite, après le premier tour, c'est de se mettre à dos les électeurs de Zemmour. Oui. La première chose, elle n'a pas attendu. Elle n'a pas attendu, elle a fait ça dans les 20 minutes. De les indisposer tout de suite, il ne faut surtout pas qu'ils aient le temps de réfléchir. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans le parti de Zemmour, on réfléchissait plus que dans le sien. Mais ça, c'est un autre point. Mais si vous voulez, moi, j'assiste à une élection dans laquelle la configuration du premier tour est exactement celle que non seulement annoncent les sondages, mais que souhaite le président, qu'il souhaite depuis 5 ans, que les deux candidats qui ne font pas campagne sont en tête, que le président, plus il annonce des choses désagréables et plus son score augmente. Tous les chiffons rouges, il les a agités dans les 15 derniers jours.
Eh ben moi, j'observe ça avec un certain désarroi. Et on vous sent pas très démocrate sur ce coup-là. Le professeur est un démocrate modéré. Voilà. Non, mais c'est pas que je suis pas pour la démocratie, c'est que c'est un démocrate d'ancien régime. Je suis un démocrate stalinien, c'est-à-dire que je pense que dans une élection, celui qui compte, c'est pas celui qui met le bulletin dans l'urne, c'est celui qui compte les voix. Et j'aimerais bien savoir qui compte les voix. C'est pas le bulletin de vote qui a de l'importance, c'est la façon dont on les compte. Voilà. Et puis la façon dont on présente les choses avant. Alors, et la non, façon dont et on la présente bêtise les choses avant, incommensurable et qui a de le nos droit de compatriotes. Certains de nos de compatriotes. se présenter, etc. Et qui nomme les magistrats, etc. Il y a beaucoup de questions. Ne soyons pas non plus voulez pas être sarcastiques et complotistes. Mais et vous êtes tout. trop occupé à comploter. Quel Mais que moi, soit le j'observe les complots résultat, des autres. quel J'en que vois des soit tonnes. le résultat des élections législatives, il y aura quand même un après. Et l'après, Bien sûr. c'est-à-dire que Macron réélu, avec probablement une majorité à l'Assemblée, comme ça se fait traditionnellement pour le président élu, Oui, ce sera sans surprise. il va se retrouver quand même à la tête d'une France qui n'est pas dans le meilleur état. On peut quand même l'admettre. Il y a quand même une France surendettée, Et il en est avec les un principaux mécontentement artisans. général, parce que jamais la France et les Français n'ont été autant fracturés. Pour tous les fractures. Le Covid les a fracturés, la guerre en Ukraine les fracture. Avant, les gens étaient fracturés entre riches et pauvres, droite et gauche, ça pouvait se mélanger et tout. Mais aujourd'hui, tous les sujets de société fracturent la société. Même le mariage homosexuel a fracturé la société. La religion fracture tout le monde. Il n'y a quasiment plus de cohésion nationale, de communauté nationale. Il y a le communautarisme, à la fois ethnique, religieux, social. Donc Alors, ça va quand même pas être si simple que ça de diriger une France aussi Je fractionnée. vais vous répondre. Je parlais l'autre jour à une personne qui m'est chère et qui est quelqu'un qui aime l'ordre. Qui aime l'ordre. Oui. Vous voyez. Et les gens qui aiment l'ordre ne conçoivent pas que le désordre n'est pas juste obtenu parce qu'on a cherché à atteindre l'ordre et qu'on n'y est pas arrivé. Dès que la plupart des gens qui vivent dans le désordre fabriquent le désordre exprès. Ils arrivent dans un truc ordonné, ils changent les objets de place, cassent quelque chose, ouvrent les fenêtres, invitent des gens qu'ils ne devraient pas inviter, etc. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le désordre n'est pas un échec de l'ordre. Les gens qui veulent le désordre... Donc vous pensez qu'avoir un pays dans un mauvais état, c'est un échec pour un président. Moi, je pense que c'est ce que veut Macron. Diviser, faire peur et détruire la France, lui faire perdre son indépendance, il travaille à ça. C'est-à-dire qu'un pays qui dépend de sa dette, qui dépend des décisions de l'Europe, qui dépend même des matières énergétiques étrangères, etc., c'est ce qu'il est chargé de faire. Ça, On c'est peut la pas vision parler d'échec. c'est la vision complotiste des choses. Mais je suis assez d'accord. Dans une autre version qui n'est pas complotiste, tout le monde reconnaît, c'est-à-dire que tout le monde Macron a reconnaît sa à vision tort. du bonheur et du Oui. bien et de l'ordre, et que cette vision va se fracasser sur la réalité. Mais- parce que mais la la réalité, c'est sienne- que l'insécurité va continuer d'augmenter, mais oui, c'est mais- que la paupérisation de la population va continuer mais d'augmenter. c'est ce qu'il veut. Non, Parce c'est que, pas- parce c'est pas- que c'est pas si ce qu'il vous veut, parce obtenez que ça, arrivera si les un Russes sont moment où il ira dangereuses, dans le mur. si... C'est la politique à court terme, c'est la politique du doigt mouillé. On l'a vu pendant Parce que si vous voulez intégrer gestion la du France, Covid, vous il avez- changeait de décision Les sans gilets arrêt. jaunes, il a Vous avez envoyé, les il gilets a envoyé jaunes, les il s'en va CRS plus. matraquer Si les vous- gilets vous jaunes. avez vu sur le On sait clip très de- bien ce qu'ils feront en cas de Oui. réaction populaire. Oui, mais si- ça a des limites aussi, ce genre de choses. Ah, il y a pas Ça- trop- ça pas tout- face ça aux pas gilets jaunes, il y a toujours, peu- il y a plus beaucoup Oui, de mais limites, la bourgeoisie s'est ralliée à Macron bien sûr. contre les Gilets jaunes. Ils Et- étaient contents et quand les voilà. Gilets jaunes étaient Et matés. tout Parce qu'ils dépend- en avaient marre de voir des gueux au Tout- rond-point qui les empêchaient tout dépend quel est votre- de gagner leur D'un autre fric côté, ces fameux en- gilets jaunes dont on parle beaucoup n'avaient absolument aucune, En bonne conscience. aucune cohésion. Ah, ça, c'est autre chose, ça, c'est autre chose. Et refusaient la politique, refusaient Ce qui était la totalement idiot. parole. C'est-à-dire quand on refuse la politique, c'est qu'on refuse d'assumer ses idées de Donc, droite ils étaient de ou toute façon réactionnaires. perdants, ils allaient eux aussi dans le mur naturellement, Ah, ça, je dirais. Tout à fait. Oui, mais- mais ça, c'est parce qu'il y avait une naïveté, pour le peu que j'ai pu, le souvenir que j'ai, le peu que j'ai, je suis quand même fait intéresser sur ce sujet, on en a souvent parlé lors de cette émission. Il y avait une naïveté dans ce mouvement aussi qui était confondante.
parce que la plupart de ces gens, qui je répète étaient des braves gens et des gens qui ont cru dans ce qu'ils faisaient, personne ne leur remet en question que c'était des braves gens qui avaient des bonnes raisons de faire tout ça. On les a soutenus et on les soutiendra s'il faut les soutenir un jour. Mais il n'empêche qu'il y avait une naïveté dans ce mouvement qui était exubérante, quoi. Oui, mais la façon dont ça a été traité, je reviens à mon point, par le pouvoir, a été de faire durer. C'est-à-dire qu'il était absolument hors de question de donner la moindre satisfaction, et on les matraquait. Et on montre ça tous les samedis à la télévision. C'est comme ça qu'on se fait réveiller. Je vous fais observer que sur le clip de campagne de M. Macron, il n'y a pas de drapeau français. Cet homme ne travaille pas pour... Il n'y a qu'un drapeau européen. Mettre la France dans la dépendance du super-pouvoir européen, et je vous fais observer que le super-pouvoir européen a sanctionné M. Orban le lendemain même de son élection à 60%. Tout le monde le donnait perdant. Et immédiatement, il va être sanctionné. Les pays qui prennent des mesures folles contre les épidémies, qui laissent l'immigration rentrer à flot continu, il n'y a pas de problème. Parce que là, on est dans la logique du Forum mondial de Davos. Mais bien sûr. Mais c'est quand même de là que vient Macron. Il faut arrêter de raconter des histoires. Cette logique-là amène le chaos. Et ça, c'est une chose contre laquelle un jour même un président qui est responsable de tout ça va devoir faire face à ce chaos. Mais mes amis, laissons parler Thomas Joly, qui est notre invité, je vous le rappelle, et qui a beaucoup de choses à nous dire. Bienvenue. Il n'est pas très bavard, Thomas Joly, aujourd'hui, parce qu'on le connaît plus bavard. Non, mais alors, donc, Thomas, je suis peut-être pas autant que vous. Revenons-en un petit peu. Alors, quelle est l'analyse du Parti de la France? Je rappelle, le Parti de la France a été créé il y a 10 ans par Karl Lang, que depuis 2 ans... Il y a 13 ans. 13 ans par Karl Lang, que depuis 3 ans, vous en êtes le président, voilà, et que vous menez, ce qui est tout à fait à votre honneur, ce parti... à travers multiples... Enfin, c'est pas facile de tenir un parti, de faire marcher un parti. Vous réussissez à exister, et non seulement exister, mais à organiser des réunions parfois importantes en province. J'ai eu l'occasion de le voir par moi-même en Bretagne, par exemple. Et donc, le Parti de la France, je le rappelle, a donc pris part au soutien à la campagne d'Éric Zemmour. Et aujourd'hui, alors, comment vous voyez les choses, Thomas? Écoutez, nous, quoi qu'il se passe, on continue la lutte. On aimerait bien de temps en temps avoir quelques victoires. On aurait aimé un score plus important d'Éric Zemmour. On aurait aimé que Marine Le Pen, même malgré tout ce qu'on lui reproche, il aurait été préférable pour la France et les Français que Marine Le Pen soit élue plutôt qu'Emmanuel Macron. Mais voilà, il faut ne jamais abandonner le combat politique. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Il peut y avoir des événements qui amènent à peut-être un changement politique radical dans notre pays, des événements pas forcément heureux dont Philippe Randa parlait, et je crois qu'il faut être toujours prêt et également être une structure d'accueil pour tous les Français qui ne se retrouvent pas dans l'offre politique actuelle. Donc maintenant il existe un parti politique, Reconquête, avec Éric Zemmour, mais je souhaite que ça dure le plus longtemps possible et que ce ne soit pas juste un feu de paille. En tout cas, le Parti de la France va jouer son rôle comme il le fait depuis 13 ans, malheureusement. À ce vaste mouvement de reconquête, si je puis dire. Bien sûr, on essaiera, on sera toujours là. Voilà, nous, on est habitués aux scores électoraux, aux déceptions électorales, et parce que peut-être que des gens chez Reconquête s'imaginaient déjà Éric Zemmour président et qu'il va y avoir certains déçus qui vont arrêter leur engagement politique, mais c'est pas le cas au Parti de la France, puisque vous avez été un des artisans de ce rassemblement autour d'Éric Zemmour. Bien sûr, sans contrepartie, on n'a pas négocié des canaux qui ont réuni des gens qui étaient dans diverses organisations, mais qui se sont retrouvés invraisemblable de ne pas soutenir Éric Zemmour, dans le sens où à 80 ou 90%, il reprend le programme de redressement national du Parti de la France. Voilà, on avait un candidat qui exposait, et en particulier le sujet essentiel, et d'ailleurs il disait bien que c'était le sujet essentiel de sa candidature, c'était la sauvegarde de notre civilisation et l'identité, que c'est ça le plus important, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'alors, mais il faut savoir qu'avec un président comme Emmanuel Macron, il va y avoir des millions d'étrangers qui vont de nouveau rentrer en France, et ce ne sera pas des Ukrainiens. Ils viendront un peu plus au sud. Encore certains Ukrainiens... Bon. Oui, on a pu voir qu'il y avait je suis prof de géographie et je dois dire que la télévision donne toujours des surprises sur on a pu voir sur la géographie. C'est l'histoire d'Ukraine. Il a été beaucoup reproché à Éric Zemmour, soi-disant, d'avoir été un admirateur du président Poutine. C'est pas tout à fait ça. Éric Zemmour était un garçon qui connaît bien l'histoire de France, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres candidats, en particulier peut-être ceux du deuxième tour. Il connaît bien l'histoire de France et il sait que la France n'a pas d'amis ni d'ennemis, qu'elle n'a que ses intérêts.
à défendre. Or, l'intérêt de la France, et de l'Europe d'ailleurs, c'est une entente avec la Russie. Voilà, c'est comme ça, parce que nous avons un certain nombre de choses qui font qu'on a plus intérêt à s'entendre avec la Russie, plutôt que de voir la Russie s'entendre avec l'Inde et ou tout du moins pas une mésentente. Et pas une mésentente. Voilà, il fallait sauvegarder nos intérêts économiques et énergétiques. On est en extase devant tout ce qui se passe en Russie, le sujet n'est pas là. Mais la France et l'Europe ont intérêt à s'entendre avec la Russie, c'est tout ce qu'il a dit. Bon, quant à l'affaire, après il dit oui, mais quand il y a eu l'histoire des réfugiés ukrainiens, il n'a pas dit tout de suite qu'il allait recevoir 3 familles de réfugiés ukrainiens dans son bureau ou chez lui. Bon, Éric Zemmour a été logique avec lui-même. Quand il dit moi je ne veux pas de réfugiés syriens, je ne veux pas de réfugiés érythréens, je ne veux pas de réfugiés maliens, je ne veux pas de réfugiés... Et les réfugiés ukrainiens, ils seraient les bienvenus. On aurait traité de raciste tout de suite. Parce que eux sont blancs, elles sont blondes, eux sont ci, eux sont ça. Vous les acceptez, alors que les autres, sous prétexte qu'ils ne font pas partie de la même race, de la même civilisation que nous, vous n'en voulez pas. Donc vous êtes raciste. Donc votre candidature est une candidature raciste. Pour éviter ça, sa réaction a été logique. Sa réaction a été logique avec lui-même. Il n'y a rien d'illogique. Et en plus, ce d'autant plus que on est complet, et qu'à ma connaissance, la plupart des Ukrainiens et des Ukrainiennes mais surtout les femmes et les enfants, les vrais réfugiés. Et les enfants n'ont pas envie de venir en France, ils avaient plutôt envie d'aller à côté des frontières, en Pologne, dans les foyers pour migrants. C'est terrible parce que quand on parle des réfugiés, quelles que soient leurs origines et leurs motivations, aider des gens en détresse, à la limite, c'est naturel. Ah oui, le fait, les aider, c'est une chose. Mais ensuite, les accueillir pour qu'ils restent chez nous, ça, ce n'est pas normal. Mais Donc, il faudrait juste mettre une clause en disant « Ok, on vous aide dans des endroits où on s'occupe de vous pour attendre que ça aille mieux, dans votre pays, que vous puissiez retourner dans votre pays, mais en aucun cas, ça ne vous donne un droit d'accès à notre pays. Et à ce moment-là, ça ferait l'unanimité, tout le monde serait d'accord. Je ne comprends pas pourquoi il y a des réfugiés ukrainiens. Parce qu'ils se prennent quand même quelques bombes sur la figure, ça il faut quand même l'admettre. D'accord, mais l'Ukraine c'est aussi grand que la France. C'est 3 fois grand. Donc les gars qui se sont bombardés vont, plutôt que d'aller à 200 km de chez eux, dans leur pays, dans les zones où on se bat pas, préfèrent aller dans d'autres pays, dont ils ne connaissent pas la langue, etc. Pourquoi les gens qui sont... Puisque la Russie elle est arrivée par les frontières, pourquoi les gens de l'Est n'ont pas fui vers l'Ouest? Mais je vais vous donner la réponse, c'est qu'ils n'y sont pas les bienvenus parce qu'ils se pensent russes. Ce sont des territoires qui ont été donnés à l'Ukraine par Lénine et par Staline. Par Lénine, en l'occurrence. Et l'Ouest a été conquis sur la Pologne par Staline en 1939. En réalité, l'Ukraine de 1919 ne comprenait aucun territoire parlant ukrainien. Tous les territoires parlant l'ukrainien proprement dit étaient en Pologne, parce qu'en fait c'est quasiment la même langue. D'ailleurs c'est le royaume de Pologne-Lituanie. Donc moi ce que je trouve extraordinaire, c'est que si vous êtes envahi dans un pays qui est quand même... les Russes sont arrivés par la mer, donc les gens ne sont pas partis dans des bateaux, ils sont allés par la terre, et au lieu d'arriver en Pologne, ils sont arrivés à Strasbourg, ou peut-être même à Marseille. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel chemin. Et que fuit-il ? Le pays n'est pas occupé entièrement. Beaucoup ont été en Pologne. Mais tout ça, il y a toute la médiatisation. Donc ce qui a rendu et tout ce qui a été reproché à Éric Zemmour, c'est tout simplement parce qu'il y a un bourrage de crâne absolument colossal et que on lui a dit vous avez rencontré Poutine. Je veux dire tout le monde a le droit de rencontrer Poutine. Madame Le Pen a rencontré Poutine. N'importe qui rencontre Poutine. Même la Russie. Bon, je comprends qu'on ne rencontre pas le président du Paramaribo de la Guyane hollandaise. Vous avez Paramaribo, vous avez appris quelque chose. D'accord. Mais le président de la Russie, je ne vois pas comment un homme politique européen peut ne pas l'avoir rencontré une fois dans sa vie. Alors, on reproche ces propos à Éric Zemmour. À côté de ça, vous avez tous les va-t-en-guerre de la Terre, style Jadot, qui disent oui, il faut aller arrêter Poutine, il faut le traduire devant un tribunal. Mais qui aille, lui, l'arrêter, Poutine? Restons sérieux. Mais on laisse ces gens-là parler. C'est abruti de première, raconter n'importe quoi. C'était totalement irrationnel. C'est totalement irrationnel, hystérique qu'on a pu entendre de ces gens-là. Non, mais vraiment, je ne suis pas certain que ça a été décidé
décisif quant au score décevant d'Éric Zemmour. Je pense pas que sa position, parce que bon, c'était non, un peu le vote passé. utile. Et puis je suis pas certain non plus que les Français y comprennent grand-chose dans ce conflit. Sur le rôle des sondages, qui sont juste à la fin. Mais c'est peut-être aussi dans les derniers temps d'une campagne. Il y a une manipulation par les sondages. Depuis des mois et des mois, les sondages matraquent des résultats qui font varier plus ou moins pour l'ambiance, pour amuser la galerie, mais qui amènent les gens à ce vote utile où on se dit on vote pas pour nos idées, mais on vote pour être le plus utile contre les gens qu'on n'aime pas. C'est l'influence du vote. Thomas, il nous reste plus que quelques minutes, donc en quelques mots, résumez-nous un peu l'action future du Parti de la France. Il y a de nouveau des élections, donc on va voir des élections législatives. Ce qu'on espère, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure, c'est qu'il y aura, que Marine Le Pen aura l'intelligence de former une grande coalition de droite nationale avec Reconquête, avec Nicolas Dupont-Aignan, puisque ça a déjà été fait à une époque, et pourquoi pas que le Parti de la France, malgré nos maigres moyens, on peut participer. En tout cas, je pense que ce serait le plus intelligent de telle façon à ce que de rendre, même si on sait que on dit souvent les législatives c'est le troisième tour, mais en fait c'est une confirmation des résultats des élections présidentielles. Mais si elle veut se positionner en formant un bloc de députés qui peuvent peser à l'Assemblée nationale, c'est en faisant en étant rassembleuse plutôt que boutiquière. Désolé de vous interrompre, mais ça ne peut pas se faire pour des raisons financières. Vous oubliez une chose, c'est que le parti qui présente les candidats touche de l'argent. Oui, mais si donc, on peut créer une coalition. Dans une coalition, forcément, là où on laissera la place, même si le candidat n'est pas élu, le pourcentage des voix, financièrement, ira au parti qui se présente. Bien sûr, ça s'appelle une coalition. S'il y a 3 candidats qui se battent sur à peu près les mêmes idées, prenons un exemple d'une circonscription où il y aura un candidat du Rassemblement national, un candidat de Reconquête et un candidat de Debout la France, et pourquoi pas un candidat d'un autre mouvement nationaliste quelconque, eh bien, ça divisera totalement le nombre de voix. Donc, elle sera perdante. Rappelez-vous qu'aux dernières élections législatives, le Rassemblement national a même présenté un candidat contre Nicolas Dupont-Aignan aux législatives, qui avait appelé et qui avait rejoint Marine Le Pen. Oui, donc on peut espérer qu'en 5 ans, elle a retrouvé peut-être une certaine intelligence politique, souhaitons-le. L'espérance fait vivre, n'ayons pas peur de le dire. Bon, quoi qu'il en soit, donc cette élection est passée, l'avenir nous le redira. On se reverra bientôt, Thomas Joly, pour reparler un petit peu de tout ça. C'est toujours intéressant et c'est aussi... Il n'y a pas que les élections, le combat politique n'est pas que électoral. Il faut continuer à occuper le terrain tout au long de l'année et sensibiliser nos compatriotes, malheureusement léthargiques. Juste faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ça, parce qu'il n'y a pas que les élections dans la vie, si je puis dire. Nous avons une triste nouvelle ces derniers jours, peut-être que certains téléspectateurs ne le savent pas, mais nous avons perdu un ami, Jean-Marie Molitor, qui était directeur du journal Minute, directeur du journal, du bimensuel Mondévie, Mondévie, qui a eu le courage il y a une vingtaine d'années de reprendre Minute, qui était à l'époque un titre glorieux, qui a toujours été un titre glorieux d'ailleurs, et un titre qui a une histoire, et il a repris le choc du mois. Il avait lancé même le choc du mois, je crois, à un moment donné. Très sulfureux choc du mois. Très sulfureux choc du mois, ouais, mais il avait réussi à faire. C'est un grand nom de la presse nationale. Il n'était pas si vieux, hein, il avait 66 ans. Jean-Marie Molitor nous a quittés il y a quelques jours, et je voudrais qu'on ait une pensée pour lui, parce que c'était un type en plus qui était un militant nationaliste, issu des rangs de l'Action française quand il était jeune, mais qui a toujours été quelqu'un d'ouvert et à chaque fois, moi personnellement, à chaque fois que je lui ai demandé un service, que ce soit pour ma boutique ou pour d'autres, il a toujours été très accueillant, enfin en tout cas c'est pas possible. Donc je voulais qu'on ait une pensée pour Jean-Marie Molitor. Philippe, vous aviez quelques autres informations à donner peut-être? Il nous reste quelques secondes. Roland, vous aviez un livre, là, vous vouliez présenter. En parler, je voulais présenter un livre que je n'ai pas édité, mais que vous avez édité, d'André Pozokov, sur l'immigration, l'heure des comptes. Alors c'est un gros pavé, mais avec tous les chiffres sur l'immigration et sur les dégâts économiques, les vrais chiffres. Croyez-moi, c'est un travail qu'a fait André Pozokov qui est remarquable. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ici et ailleurs. C'est un travail remarquable effectivement qui fait la suite à un autre livre qu'on a publié il y a quelques mois qui s'appelait Immigration, l'épreuve des chiffres. Aujourd'hui, c'est l'immigration, l'heure des comptes, ce deuxième tome, qui traite de l'immigration, et franchement, c'est 28 €.
Oui, mais 28 474 c'est pas le pages. coût de l'immigration. Non, c'est c'est le coût du livre. Et croyez-moi, pour je trouvais que 28 c'était pas euros, cher pour les immigrés. c'est pas très glamour, je le reconnais, mais c'est un livre, quand on est plongé dedans, voilà. Donc c'est important de le savoir. Un livre de poids. Et d'utilité publique. Je rappelle une dernière petite chose, le Parti de la France, comme quoi, à TV Liberté, nous sommes très ouverts, vous avez aussi une chaîne de télé qui s'appelle... Une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, oui, animée par la charmante Epona. Voilà, parmi les vidéos, il y a des entretiens, donc c'est à peu près tous les 15 jours, il y a un entretien avec quelqu'un qui a écrit un livre. D'ailleurs, vous avez été... J'ai été invité. C'était un plaisir d'être passé. Oui, on essaye, voilà, avec nos maigres moyens, mais avec une charmante présentatrice qui fait le plaisir des téléspectateurs. C'est très bien. Ben voilà mon travail. Mes chers amis, voilà, cette émission se termine. Merci Thomas Joly. Bon, Merci évidemment, à vous. c'était une émission qui se situait dans un contexte bien particulier. Mais quoi qu'il en soit, le combat continue et les organisations sont là, les revues sont là. Continuez à soutenir TV Liberté, continuez à vous abonner à Synthèse Nationale, à la revue que tous nos amis connaissent. Continuez à militer dans vos organisations, quelles qu'elles soient, y compris d'ailleurs au Rassemblement National. Mais intéressez-vous à ce que fait le Parti de la France. Il y a un site Parti de la France. Oui, bien sûr, il y a un site. On est présent sur tous les réseaux sociaux également. Vous tapez Parti de la France, c'est pas compliqué de nous trouver. Voilà, c'est très bien. Et à bientôt pour une nouvelle émission. Voilà.